Bienvenue à vous qui êtes avec nous ici à Lyon pour ce European Lab. Bienvenue à vous qui nous suivez en ligne, en live ou en replay. Bienvenue dans cette table ronde où on va parler activisme et journalisme, en opposant un peu les deux et en se demandant finalement si ces deux options sont réconciliables ou pas, et puis ce qu'elles disent finalement aujourd'hui des médias et de notre époque. Alors je suis ravi d'animer cette table ronde qui parle beaucoup aux journalistes que j'ai été pendant une vingtaine d'années, depuis l'ancien monde, celui sans téléphone portable et sans internet, jusqu'au nouveau monde, celui des réseaux sociaux et de la circulation sans limite des contenus. Elle me parle aussi beaucoup en tant que fondateur de l'organisme de formation SAMSA qui accompagne l'évolution des compétences et des stratégies des médias en Europe et en Afrique depuis une dizaine d'années. Et puis aussi en tant que vieux mâle blanc de plus de 50 ans, je suis ravi d'accueillir 3 journalistes ou activistes, ou les deux, ils et elles vont nous le dire, qui n'ont pas le même profil que moi. Alors on va commencer par un petit exercice technique, puisque 2 de nos intervenants sont en ligne avec nous via Zoom en visioconférence. Alors, je vais saluer Elsa Gambin qui est en ligne avec nous depuis Nantes. Bonjour. Salut Philippe, tout le monde m'entend bien? Très bien. Bonjour Cher qui est en ligne avec nous depuis Dakar au Sénégal. Bonjour Philippe, bonjour à European Lab. Cher qui est un vieux complice. Et puis bonjour à Clémentine Labrosse, vous êtes ici à mes côtés à Lyon. Bonjour. Alors, je vais vous demander dans un instant de vous présenter chacune et chacun en 3 minutes en nous expliquant ce que vous faites et comment vous vous situez sur cette ligne qui va du journalisme à l'activisme très rapidement. Et puis après, bien sûr, il y aura beaucoup de questions. Mais avant cela, laissez-moi introduire rapidement le sujet, un sujet qui est riche, mais je m'interroge un peu sur cette opposition entre rapporter le réel et agir sur le réel, qui est dans le sous-titre de cette table ronde. En effet, si on remonte un petit peu dans l'histoire, les reportages d'Albert Londres en 1925 dans le Petit Parisien sur les bagnes de Guyane ont déclenché une telle polémique que ça a conduit à la fermeture de ces bagnes de Guyane quelques années plus tard. Celui qui a rapporté, a agi sur le réel. Plus près de nous, en 2017, quand le journaliste américain Ronan Farrow a décrit les agressions commises par Harvey Weinstein dans le New Yorker, il a été le catalyseur de ce qui allait devenir le mouvement MeToo. Là encore, celui qui a rapporté a agi sur le réel. Alors le journalisme, dans son acception traditionnelle, est donc parfois capable d'agir sur le réel, mais on est sans doute entré dans un nouveau monde, dans un autre monde ces dernières années, un monde que quelques repères permettent de cartographier très grossièrement, avec la numérisation et la mise en réseau. D'un côté, on va résumer ça d'un mot, Internet, la démocratisation de l'accès à la production, la fabrication des médias, qui s'est accompagnée, peut-être paradoxalement ou pas, d'une défiance croissante envers les journalistes. Et puis la notion d'urgence, urgence climatique surtout, qui pèse sur chacun de nous, et puis la révolution sociétale avec une redéfinition des questions de genre et plus largement des questions d'identité. On pourrait rajouter d'autres points pour cartographier cet espace dans lequel nous évoluons, en parlant des réseaux sociaux, de leurs bulles de filtre, des modèles économiques, des médias remis en cause, de l'économie de l'attention, des sollicitations infinies que nous adressent nos écrans. Il y a donc derrière cette table ronde l'idée qu'une période nouvelle est en train de s'ouvrir et que d'autres positionnements apparaissent possibles pour les journalistes et pour les médias, à la charnière justement entre journalisme et activisme. Je vais commencer en demandant à Elsa Gambin de nous décrire son activité, ses engagements et de nous dire aussi comment elle se situe très rapidement sur cette ligne entre journalisme et activisme. Elsa ? Oui, alors moi, tu l'as dit, donc je suis journaliste indépendante sur Nantes. Je reste sur ce territoire, qui est un territoire, j'imagine que tout le monde le sait, et même au-delà des frontières, un territoire de lutte. Je fais référence surtout à Notre-Dame-des-Landes, mais voilà, c'est un territoire quand même de lutte qui est bien connu. Moi, j'écris pour divers médias, 7, 8, 9, 10 médias, je ne sais pas combien exactement, et j'écris principalement sur les féminismes, la protection de l'enfance, le travail du sexe, l'adolescence, l'éducation,
Voilà, ça c'est vraiment mes grands thèmes. Et donc je me situe sur une ligne. Alors j'utilise pas beaucoup le mot d'activiste, je sais pas pourquoi. J'utilise plutôt le mot de journaliste engagé ou de journaliste militante, qui pour moi n'est pas un gros mot. Voilà. Et j'ai cofondé une newsletter sur l'actualité du travail du sexe qui s'appelle TDS, DS comme le féminin de Dieu, et qui, effectivement, je pense, a pour... enfin, notre but, elle est toute jeune, mais c'est de faire bouger des lignes, en tout cas, autour du travail du sexe et des représentations négatives ou faussées que beaucoup de personnes ont. Voilà. Ce journalisme militant, ce journalisme engagé, est-ce qu'il est bien compris de la part des médias traditionnels pour lesquels tu piges ? Il est bien compris de la plupart de mes rédacteurs et rédactrices en chef qui me parlent assez peu finalement de ce côté engagé. Après, il m'a valu quelques divergences d'opinion ou quelques tensions avec un ou deux médias qu'on ne nommera pas, qui se sont apaisés depuis. Mais en tout cas, oui, ça m'a valu quelques complications dans l'exercice de mon métier, en tout cas avec un ou deux médias. Ouais. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Même question de départ pour Sherfal, en ligne depuis Dakar au Sénégal. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours, ce que tu fais actuellement et comment tu te positionnes entre journalisme et activisme ? Merci Philippe. Je suis au milieu entre journalisme et activisme. Je dirai pourquoi tout à l'heure. Alors moi, je suis un expert informaticien, un développeur web de formation, ce qui n'a absolument rien à voir avec le journalisme et aussi avec l'activisme. Et entre-temps, je suis devenu plus ou moins un acteur au milieu de ces deux concepts, notamment en tant que formateur pour les journalistes sur tout ce qui est journalisme de données et investigation numérique pour les journalistes. Je suis en même temps aussi un expert en accompagnement et développement numérique pour les maisons, pour les groupes de presse ou les médias de façon générale. Et je suis l'initiateur d'une organisation qui s'appelle Africtiviste, qui regroupe des acteurs de changement, mais aussi des acteurs de l'information, notamment des journalistes professionnels, des blogueurs, des activistes, des web activistes, des influenceurs, qui travaillent autour de l'information pour apporter un changement au niveau de leur communauté. Donc voilà un peu très rapidement qui je suis. Merci. Alors, même question de présentation et d'introduction pour Clémentine Labrosse. Quel est votre parcours, votre activité, ou ton parcours, ton activité et ton positionnement entre journalisme et activisme ? Alors pareil, je pense qu'il est un petit peu aussi à mi-chemin entre journalisme et activisme. J'ai un parcours de journaliste plutôt autodidacte. J'ai assez peu d'expérience en rédaction et j'ai vite appris que l'école ne me convenait pas trop et qu'il fallait donc que j'apprenne beaucoup de choses sur le terrain. Un terrain sur lequel j'ai rejoint des activistes et des militantes, où j'ai eu beaucoup de prise de conscience sur des thématiques féministes qui accompagnaient toute la période MeToo notamment, des prises de conscience personnelles qui m'ont amenée à cofonder avec ma sœur Apolline qui est juste là, le magazine Censored. Censored qui est un magazine papier donc, qui est juste ici, qui est un magazine semestriel, c'est aussi une newsletter et qui parle donc de thématiques féministes, LGBTQIA+, par le prisme de l'art et de la culture. Donc on n'est peut-être pas engagé politiquement de manière très frontale, mais en tout cas on essaye de s'engager en mettant en avant des personnes qui sont assez peu visibilisées et en leur laissant surtout des espaces sans leur prendre la parole. Alors, on a fini ces présentations, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai envie d'y rentrer avec un mot qui est un mot un peu référent dans le monde du journalisme, c'est l'objectivité. Est-ce que l'objectivité est un mot qui a un sens pour vous, ou est-ce que c'est un concept qu'il faut dépasser, qu'il faut repenser ? Elsa, peut-être pour commencer ? Je ne pense pas qu'il faille le repenser. Je pense qu'il est au centre de notre métier, quoi qu'il arrive. Mais je ne pense pas que d'être militant ou militante empêche cette objectivité, en fait. Donc celui-là, je le garde. En revanche, le concept de neutralité journalistique, je ne le comprends pas. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi ? Eh ben parce que pour moi ça n'existe pas. Moi j'ai un parcours d'autodidacte comme Clémentine. J'étais travailleuse sociale à la base, donc j'ai pas fait d'école de journalisme, mais on me répète souvent et j'ai des étudiants qui me contactent beaucoup sur Twitter, tout ça, qui
qui me parle beaucoup de ça et qui me parle de mes engagements, il n'existe pas parce que choisir un sujet, l'anglais, choisir son angle, choisir son titre et choisir le visuel, l'illustration, la photo qui va aller avec, c'est déjà un choix en fait. Et il n'est pas neutre ce choix. Il n'est pas, non, pour moi ça n'existe pas en fait. C'est déjà, on met déjà de nous et de nos pensées et de notre engagement, quoi qu'on pense, dans nos angles de sujet et dans tout ce qui va avec. Alors la partie militante ou engagée, elle se voit où ? Elle se voit sur Twitter. Elle se voit sur Twitter avec moi. Dans le travail journalistique, elle se voit à quel moment ? Elle se voit dans l'écrit, en fait. Elle se voit dans le résultat, je pense. Elle se voit dans le choix des sujets, elle se voit dans le choix des interlocuteurs, elle se voit... Clairement. Enfin, elle se voit partout. Elle se voit dans la globalité de ce qu'on produit, que ce soit un article, un podcast, enfin, peu importe, une revue. Elle se voit dans tout. Elle se voit bien sûr dans le choix des sujets et bien sûr dans le choix des interlocuteurs. Mais j'ai envie qui n'empêche pas... ouais. C'est ce qu'on appelle une ligne éditoriale. En fait, chaque média a une ligne éditoriale, a une espèce de vision du monde et interroge ensuite les sujets qui se passent en fonction de cette vision du monde. En quoi est-ce que l'attitude que tu défends est différente de ça ? Parce que je pense qu'elle ne vise pas qu'à informer, elle vise clairement à faire bouger les lignes. Elle vise clairement à changer le monde et je ne comprendrais pas aujourd'hui qu'on ne veuille pas le changer, surtout avec tout ce qui se passe. Elle vise en tout cas à amener la réflexion, à déconstruire un certain nombre d'idées conçues, de stéréotypes, de préjugés. Donc je vise pas à ce qu'on pense comme moi, je vise en tout cas à ce qu'on puisse réfléchir à certaines choses et les déconstruire. Alors, même question pour Clémentine. Quel est le sens ou pas du mot objectivité ? Je partage ton avis, Elsa, là-dessus. Sur la question de l'objectivité, je conçois le fait de devoir apporter des faits et des choses, des chiffres de façon froide, etc. Mais la neutralité, pour le coup, je partage tout à fait le fait que c'est un mythe, puisque je défends le fait qu'on parle tous et toutes d'un endroit, d'un moment, de qui on est en fait. Enfin, moi, je parle en tant que Clémentine, journaliste, blanche, femme. Donc, en fait, ça a un impact sur comment je vais écrire et comment les autres vont le concevoir. Et je pense que concrètement, comment ça se comprend aussi. Ça se comprend déjà rien que par le fait d'exister en tant que média. C'est-à-dire l'engagement, il vient de là, parce que pour le coup, je parle de ce qui me concerne. Ce magazine, c'est un magazine qui existe et qui est engagé. Donc déjà, je pense qu'il y a un parti pris rien que par le fait d'exister, déjà. Et parce que, je préfère parler de mes expériences si jamais je parle d'un sujet. Mais c'est ce qu'on disait il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai pas peur d'utiliser le jeu, par exemple. Et si je donne la parole, je ne pars pas à la place de cette personne, je la laisse pour qu'on comprenne bien que toutes les subjectivités, justement. Alors, on va aller retrouver Sherfal à Dakar. Est-ce que, vu de Dakar, mais vu aussi d'un certain nombre de pays où se trouvent les militants ou les activistes d'Africtivistes, est-ce que déjà l'objectivité est une forme d'engagement et peut être une forme de militance en quelque sorte ? Alors, chez nous, l'objectivité est la forme d'engagement et de militantisme. Il faut être objectif. Comment ? Tu peux nous expliquer ça ? Alors, voilà, très rapidement. Il faut être objectif pour faire ce métier-là qu'on appelle acteur de l'information, que l'on soit acteur professionnel de l'information ou acteur de la société civile de l'information. Pourquoi ? Parce qu'à 3 niveaux, à mon sens. Le premier, c'est être objectif par rapport à notre profil et par rapport au métier qu'on a choisi de faire. Le profil, c'est une personne engagée, Elsa l'a dit tout à l'heure, c'est une personne qui veut impacter le réel en rapportant le réel,
Et quand on impacte le réel, on agit sur le réel. Et donc, il faut forcément et systématiquement être objectif là-dessus avec son profil et via les canaux qu'on utilise. Ensuite, le métier, c'est soit le journaliste professionnel, on est encadré, mais soit aussi un acteur de l'information qui, en quelque sorte, devient un métier quand on fait de l'information sur Internet. Le deuxième niveau par rapport à l'objectivité, c'est par rapport au contenu. Si on n'est pas objectif par rapport à ce qu'on raconte, à la manière dont on rapporte le réel, alors le réel ne sera plus le réel de tout le monde, ce sera notre réel à nous. Et à partir de ce moment, on sera très subjectif et il sera plus consommé de la même manière que cela devrait l'être. Et le troisième et dernier niveau par rapport à l'objectivité, c'est au niveau par rapport à la communauté. Si aujourd'hui on se décide de se positionner en tant qu'acteur de l'information, quelqu'un qui via son travail diffuse et véhicule un certain type de contenu, s'il ne prend pas en compte sa communauté, c'est-à-dire le réseau pour lequel l'information est partagée et diffusée et exploitée, alors il n'est plus quelqu'un qui produit pour les autres. Cela veut dire qu'il va parler, monologuer, partager du contenu pour lui-même et sur Internet, que ce soit pour un média classique, télévision, radio ou presse écrite. Sans l'audience, ils sont rien. Si aujourd'hui on fait aussi de l'information et qu'on est militantisme d'une vraie information, d'une information vérifiée et avec de la valeur, ben, si on ne le fait pas pour une communauté et pour un public pour lequel on prend le soin de soigner ce qui est diffusé et publié à leur place, on n'est plus objectif. Et pour moi, c'est le cœur de l'engagement et du militantisme et de l'information. Alors, dans cette table ronde, je me retrouve à devoir un peu faire l'avocat du diable, puisque globalement, sur beaucoup de points, vous êtes d'accord. Quand j'entends cette question de je parle en tant que je parle de quelque part, ça m'évoque des débats des années 70 chez les militants de gauche et d'extrême gauche, où la première question c'était d'où tu parles, camarade. Et il y a des choses comme ça qui reviennent. Je voudrais continuer à parler un peu d'objectivité en signalant un livre remarquable qui est un peu ancien, mais qui s'appelle Une histoire politique du journalisme au 19e et au 20e siècle, qui est paru il y a presque 20 ans maintenant. Et dans ce livre, l'universitaire Géraldine Mühlmann explique que l'objectivité est née en fait comme une sorte de concept marketing au moment où la presse est devenue un média de masse dans la deuxième moitié du 19e siècle. Elle écrit « La presse d'information a répondu à un désir de la part des patrons de journaux de toucher plus de monde que la presse d'opinion, y compris des gens qui ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de choses, mais qui peuvent néanmoins s'intéresser ensemble aux mêmes histoires. » L'objectivité, c'était encore en quelque sorte la condition sine qua non pour toucher beaucoup de monde. La question qui me vient par rapport à ça, c'est est-ce que le fait de s'inscrire dans une dimension activiste ou militante, ça n'est pas une limite à la portée de ce que vous faites? Pour le dire autrement, est-ce que ça ne veut pas dire prêcher uniquement des convaincus? Clémentine Labrosse. C'est une question intéressante et d'ailleurs ça me fait penser à la table ronde qu'on a eue à midi. Et donc il y avait Elvire Dubelchard, donc activiste avec nous, Anthony, Vincent et Lexi. Et on parlait de ça, on parlait de lutter en tant qu'activiste journaliste à la marge ou au centre, pour reprendre les mots de Bell Hooks. Et l'idée, c'était un peu de se dire, mais il faut que ce soit absolument complémentaire. Et évidemment que quand on est engagé, il faut le faire par des espaces qui sont plus restreints, pour créer des espaces bienveillants aussi, où il y a une multiplicité de récits, qu'on comprenne un peu plus la complexité des choses, mais il faut aussi absolument aller intégrer ces milieux, donc ces plateformes mainstream, ces grands médias. Et je ne pense pas que ce soit limitant, il faut juste en connaître les codes et les règles, et pour les comprendre et pour savoir s'y intégrer en fait. Elsa Gamba. Oui, effectivement, j'ai souri à ta question. Non, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a quand même un petit peu cette tendance-là ouais. On a effectivement sans doute une communauté qui suit ce qu'on fait, enfin, ou un lectorat qui suit ce qu'on fait et qui est déjà presque avec nos idées. Maintenant, là pour le coup, c'est vraiment notre boulot de journaliste d'apprendre à vulgariser certaines choses et à pouvoir transmettre une parole des personnes concernées souvent. Et des personnes qui ne peuvent pas forcément la porter seules, en fait.
Du coup, ça, pour moi, on est vraiment dans le cœur du journalisme. Et en portant cette parole, en réussissant à la vulgariser, en réussissant à la mettre à la portée de tous et toutes, finalement, on va petit à petit, selon moi, réussir à toucher hors de notre communauté, entre guillemets. Je pense vraiment que ça, on peut le faire. Cher, sur ce point, est-ce que d'être activiste trop marqué dans son journalisme, ça réduit pas la portée finalement, ou l'audience en tout cas? Je dirais pas que ça réduit l'audience. Après, pour ta formulation tout à l'heure, est-ce à des prêcher des convaincus? Moi, je pense oui. Il faut commencer par prêcher des convaincus pour ensuite en arriver à enrôler d'autres. Un journaliste a besoin de cela. Le média papier qui publie son contenu tous les matins, il a besoin de celui qui se rend au kiosque et qui paye son journal tous les matins, qui lit les mêmes auteurs, qui lit le même média depuis 20 ans, 25 ans. Je pense que celui-là peut être catégorisé comme étant convaincu pour ces médias-là, mais ce n'est pas pour autant qu'il va arrêter de le lire. Il a besoin de se mettre à jour par rapport au contenu et aux faits. Celui qui s'engage via un média ou via la manipulation, via l'information, cette personne-là aussi doit commencer par convaincre des personnes, mais aussi travailler avec les personnes convaincues parce qu'il a besoin d'une communauté sur laquelle s'appuyer, comme disait Elsa tout à l'heure. Et c'est la force de cette communauté qui constitue une énergie qui va porter l'information de sorte à ce que l'info puisse impacter et être une information de valeur. Je pense qu'il faut aussi l'analyser sur l'angle d'une réponse à une demande. Aujourd'hui, l'acteur de l'information, que qu'il soit professionnel ou qu'il soit un acteur simple de la société civile, c'est quelqu'un qui répond à une demande. La demande, c'est que les personnes, en fait, le public veut avoir accès à un contenu de valeur, veut avoir accès à une information plus ou moins différente. Et ces personnes-là, une fois qu'on les identifie, on rentre en cuisine et on cuisine pas forcément inventée, mais on imagine les formats et les contenus adaptés à cette demande-là. Voilà en question, de façon très ramassée, moi, ce que je pense de cela. Alors c'est peut-être l'occasion, puisqu'on commence à aborder cette question de l'impact, c'est peut-être l'occasion, Cher, de nous raconter Sounou 2012, cette opération que tu avais lancée au Sénégal, et raconte-nous. Alors, Sounou 2012 est une initiative plus ou moins citoyenne, mais qui utilise l'information pour faire de l'engagement civique et du monitoring électoral, parce qu'il y avait un vide. On s'approche d'une élection présidentielle en 2012 au Sénégal. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est d'imaginer le mariage entre les outils, la technologie de l'information et de la communication et le contenu, un contenu à valeur ajoutée. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les réseaux d'information comme Facebook, Twitter et autres outils de technologie de la relation pour faire du monitoring électoral et de l'observation citoyenne. Donner la parole à ceux qui ne l'avaient pas, mais donner la parole à ceux qui ont la possibilité d'être là où personne ne peut être souvent et d'être là où les journalistes professionnels ne peuvent pas être, pour eux-mêmes rapporter les faits, donc construire le réel sur la base des faits. Et ça nous a permis plus ou moins de faire pour la première fois l'observation et le monitoring citoyen d'une élection présidentielle en utilisant les réseaux sociaux. Question de l'impact, puisqu'on parle de journalisme qui a vocation à changer les choses, à avoir de l'impact. Comment est-ce qu'on peut évaluer l'impact, Clémentine Labrosse ? Je ne sais pas tellement comment. Ce que je sais, c'est, en tout cas à mon échelle, je le mesure de façon tout à fait à taille humaine, par vraiment la proximité. C'est-à-dire par des gens à qui on peut parler et en fait, je sais pas, on a écrit un article sur une thématique qui a permis à une personne de réfléchir cette thématique et de comprendre plus de choses et en fait, c'est un peu cet effet-là, mais qui part vraiment de la proximité. Enfin, c'est comme ça en tout cas que moi je le mesure et c'est comme ça que je me rends compte qu'il y a un effet. C'est pas, je sais pas, c'est pas en ayant un compte Instagram ultra suivi on se rend compte de l'effet du phénomène et de l'importance effectivement que ça représente.
Mais moi, en tout cas, je mesure peut-être plus ça vraiment à taille humaine, quoi. Et un exemple d'un article ou d'une production sur laquelle il y a eu beaucoup de réactions de ce type-là, où tu t'es dit ça a pu changer quelque chose, au moins pour ces personnes-là? Bah, beaucoup, je sais pas, mais par exemple, j'ai écrit un article sur le viol, et une amie est allée porter plainte pour viol, du coup. Concret. Elsa, sur cette question de l'impact et de la manière de l'évaluer? Oh bah, je rejoins complètement ce que dit Clémentine à notre tout petit niveau. Après, sur sur des médias qu'on sait militants et engagés, qui vont faire des enquêtes, qui vont sortir des choses, on voit bien qu'après, ça peut avoir un impact. Il peut y avoir des ouvertures d'enquête, voilà, ça peut vraiment, là pour le coup, agir sur le réel. À un tout petit niveau d'indépendante comme moi, je rejoins ce que vient de dire Clémentine, c'est-à-dire écrire sur un sujet et qu'on vienne me dire après que voilà que des personnes viennent me dire ah bah oui là mais du coup ça j'avais pas vu ça comme ça et ça me fait réfléchir, ouais peut-être que je vais revoir ma position ou je m'étais pas rendu compte de ça. Déjà, si c'est une personne ou deux, moi, je trouve ça déjà énorme. Et du coup, ce que disait Clémentine avec son sujet, moi, ça me l'a fait sur un sujet sur les violences conjugales qui concernait uniquement l'angle des violences économiques et administratives. Et là, du coup, voilà, on est venu me dire, effectivement, plusieurs fois, je pensais pas que ne pas avoir accès à mon compte en banque, que mon conjoint ait accès à tous mes mails, à tous mes documents administratifs et tout, ça pouvait être en soi une violence. Déjà, je trouve que c'est un impact sur le réel, moi, qui me paraît suffisant pour moi. Cher, sur cette mesure de l'impact? Alors, chez nous, il est très, très visible. Déjà en 2012, quand on a lancé l'initiative sous nous 2012, ça a été porté par des activistes de l'information, mais ce qu'on a remarqué après, c'est que ça a été utilisé par les médias classiques. Au niveau de la télé, on a fait en quelque sorte leur job. C'est quelque chose qu'ils devaient faire eux, mais qu'on a fait à leur place, mais qu'ils ont exploité. Ce que je vais dire pour préciser pour les gens qui sont en France, on a un décompte auquel on a tous confiance, qui est fait par les organismes de sondage à la sortie des urnes pour nous dire où est-ce que ça en est, et à 20h on sait à peu près où en est l'élection, et puis ça évolue ensuite au long de la soirée. Tout ça n'existait pas au Sénégal en 2012. Et c'est nous qui avons fait ce boulot-là, c'est-à-dire qu'on a utilisé un réseau de personnes connectées avec des smartphones qui se sont répartis au niveau des bureaux de vote et qui nous ont remonté les résultats en temps réel. Et derrière, nous, on a mis en place une application web qui nous a permis de compiler, collecter, trier et ensuite de calculer les résultats, et on les diffusait via les réseaux sociaux avec un hashtag. Et qu'est-ce que les médias classiques ont fait? Ils ont récupéré systématiquement le fil hashtag de notre initiative et ils renseignaient systématiquement, elles aussi, les résultats à leur niveau, donc les télévisions. Et on nous a rapporté qu'au niveau du palais présidentiel, c'était Abdoulaye Wade, le président, il avait projeté sur son mur avec un vidéoprojecteur les résultats que nous, notre plateforme, diffusait en temps réel. Et c'est en quelque sorte nous a rapporté un ministre, ce qui lui a permis d'appeler son opposant Macky Sall pour le féliciter avant 21h. Ça, c'est un impact qualitatif, quantitatif aussi qu'on peut évaluer et qui est là et qui a permis à beaucoup d'autres pays de s'inspirer de ce modèle-là pour avoir des initiatives pareilles, notamment au Burkina Faso, au Burkina Vote, Bénin Vote au Bénin, Togo Vote, Mali Vote et plein d'autres initiatives de ce genre qui mobilisent plus ou moins les acteurs, donc ce qu'on appelle les activistes de l'information, pour faire un travail de diffusion, de production qui impacte le réel. Ensuite, un autre impact à notre niveau, c'est que nous faisons beaucoup dans le renforcement de capacité. Aujourd'hui, les médias en Afrique, je parle avec une perspective plus ou moins africaine, on remarque interne, ils refusent en quelque sorte de se mettre à jour. Et ils sortent d'une école de formation de journalisme où on ne leur apprend pas du storytelling, comment utiliser les datasheets, comment faire du data journalisme. On ne leur apprend pas comment utiliser des infographies, comment créer des infographies. On ne leur apprend pas comment faire une recherche avancée sur Google, rien que ça. Et nous, on fait beaucoup dans ça. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on voit de plus en plus des journalistes migrer et devenir plus ou moins des journalistes
2.0 et des journalistes web, et aussi changer leur manière et leur perspective en fait de faire de l'information et de traiter du contenu. Ça a donné plus de valeur au contenu qu'ils nous donnent, mais ça a aussi donné plus d'impact à leur travail parce qu'ils arrivent à toucher énormément de personnes via plusieurs canaux. J'ai envie de vous demander quelles sont vos figures de référence professionnelles, les personnes qui vous inspirent ou qui vous ont inspiré au moment de se lancer dans le métier, peut-être en commençant avec Elsa Gambin à Nantes. Je pense que c'est des médias, ça va pas être très original, mais je pense que Mediapart est clairement une inspiration. Je pense que des journalistes comme Florence Aubenas aussi, clairement. Je pense qu'un certain nombre de sociologues, En quoi elle est inspirante? elle est dans le réel. Elle va rester au plus près des gens sur le terrain pendant des semaines, des mois, avec une empathie et une bienveillance qu'on sent vraiment sincère dans son désir de transmettre leurs paroles ou leur lutte. Donc, ouais, on est un peu sur un idéal. Et puis après, je suis plutôt sur des inspirations de lutte, de territoire de lutte, entre autres sur les questions écologiques. Et puis après, sur des militantes, des sociologues ou des historiennes comme Mathilde Larère ou Ludivine Bantini, dernièrement, qui peuvent aussi m'inspirer. Clémentine Labrosse, même question. Quelles inspirations? Alors là, en tête, j'en ai 3. Paradoxalement, puisque je fais un magazine féministe, mais quoique ça se rejoint, je pense qu'un des premiers papiers qui m'a donné envie d'être féministe, même si c'est tout à fait critiquable, c'est le Elle, tout simplement, que je recevais toutes les semaines chez ma mère et que j'étais contente de lire. Est-ce que c'est du journalisme? Enfin, c'est un truc, placement de produits, etc. Mais il n'empêche que c'est comme ça que j'ai découvert des écrits, des articles sociétaux. Ensuite, en grandissant, il y a eu 2 personnes. Je suis marquée par une personne qui est un journaliste qui s'appelle Geoffrey Le Guilcher, que j'avais rencontré en formation en fait en journalisme à Paris, et qui lui donc est journaliste d'investigation, qui m'a appris à mener de l'investigation, quelque chose que je fais plus aujourd'hui, mais en tout cas qui m'a vraiment passionnée sur l'importance de la précision, de sourcer correctement, de croire en soi aussi, d'aller au bout de ses idées et de suivre son intuition. Donc là-dessus, vraiment, ça m'avait énormément inspirée. Et même aujourd'hui, j'ai un problème, je pense que je l'appelle. Parce que voilà, son parcours, je l'admire et il est ultra accessible en même temps. Et enfin, une qui m'a aussi bouleversée très récemment, et j'en parlais encore tout à l'heure, c'est Alice Coffin, qui fait un travail, je trouve, super intéressant. Et d'ailleurs, ça se recoupe complètement avec le sujet d'aujourd'hui, puisque c'est sur le mythe de la neutralité. Elle a d'ailleurs inventé aussi tous ces néologismes de journalitantisme, médiactivisme. Et je trouve que son approche est très intéressante. Et en tant que femme lesbienne journaliste, elle assume complètement qu'elle est une femme et qu'elle a un corps et donc elle a un positionnement. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Je reviens sur cette question de la neutralité. Je ne sais pas d'où vous tenez que quelqu'un a défendu un drapeau de neutralité avec le journaliste. D'objectivité, moi j'ai toujours entendu de neutralité. J'ai pas entendu. Aucun journal se définit comme neutre, à ma connaissance. Hein. Non, mais il y a une distance quand même par rapport au sujet, souvent. Ah, c'est une autre question. Ouais, après, bon, moi, je sais pas. C'est une autre question, la distance. Ouais, mais même en école, alors j'ai pas fait d'école de journalisme pour le coup, mais pour le peu que j'en ai vu, puisque j'ai quand même passé les concours, je sais qu'il y avait toutes ces règles de neutralité, de mettre une distance. Enfin, en tout cas. Pas de neutralité. Enfin, moi, pour ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et puis je veux bien des exemples d'objectivité, oui, d'aller chercher la contradiction, d'aller chercher, etc. Oui, mais de neutralité, non, j'ai jamais entendu ça mis en avant. Ouais, c'est un mot un peu. Peut-être qu'on l'utilise comme un mot fourre-tout là. Peut-être que ça rejoint ce que vient de dire Clémentine. Mais en tout cas, dans ce souci de ne pas laisser transparaître son opinion, parce que du coup, nous, on ne fait pas. On est à l'inverse. Ok. Pour terminer sur la question des références et des figures inspirantes, Sherfal, de ton côté? Alors, de mon côté, c'est plutôt des causes qui m'ont inspiré. Ça a commencé avec Ushahidi au Kenya, des jeunes africains kenyans qui, devant un problème national, donc voilà, inondation, problème
pour repérer des survivants d'une catastrophe. Ils ont mis en place une initiative numérique, donc c'est une cartographie qui permet de suivre et de géolocaliser plus ou moins des sites et d'identifier les sites à risque ou les sites un peu compliqués pour y accéder. Et cette plateforme, cet outil a été utilisé par la suite par énormément de personnes téléchargées et mises en ligne sur Internet. Et aujourd'hui, les journalistes l'utilisent aussi pour faire du crowdsourcing, du crowdmapping et aussi pour faire de la géolocalisation. L'autre cause qui m'a inspiré, c'est CIV 2010, à la suite de l'élection présidentielle en 2010 en Côte d'Ivoire. Il y a eu une guerre civile entre tensions post-électorales, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. L'info ne circulait plus, pas de mal de censure, pas mal de traitements difficiles pour les médias. Et puis voilà un groupe de jeunes qui se lève et puis qui met en place un hashtag sur Internet et qui, armés de leur téléphone, décident de descendre sur le terrain pour rapporter les faits, rapporter le réel au prix de leur vie et au prix de beaucoup de sacrifices, et qui ont fini par construire chez moi une certaine forme de militantisme, d'engagement. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces canaux pour ensuite impacter et bien entendu faire du militantisme. Et pour la petite histoire, tu m'avais raconté une fois, il y a bien longtemps, que ton premier geste sur Internet, quand tu as fait découvrir Internet à 15 ans au lycée, ça avait été mettre tes cours en ligne pour que tous ceux qui n'avaient pas accès à l'école, etc., puissent trouver tout ça en ligne. Mais tu n'as pas oublié, écoute, tu deviens un grand sorcier, toi. Alors, oui, c'est vrai. Mes premiers contacts avec Internet en tant qu'Africain, je me suis tout de suite posé la question, comment ils ont fait, eux, pour que moi, ici, au Sénégal, j'arrive à accéder à tout ce contenu. Et je me suis dit, nous, on doit participer. La manière de nous inscrire dans cette logique de révolution et de changement de paradigme, c'est de faire comme les autres, c'est-à-dire de créer du contenu et de participer à cette révolution-là. À mon niveau, je ne savais pas grand-chose, mais j'avais mes cours au lycée. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à coder, je vais apprendre à construire un site Internet, je vais apprendre à savoir comment ça marche. Et je ferai tout pour saisir mes cours et ensuite les mettre en ligne comme une participation de l'Afrique à mon niveau sur la révolution digitale. Je l'ai fait d'une façon assez... Donc, je suis peu fier parce que ce n'était pas du tout un site Internet, c'était vraiment une longue page. Aujourd'hui, on parle de landing page. Mais oui, j'ai fait ce travail-là, c'était il y a bien longtemps, et je pense que ça m'a aussi aidé à être dans cette logique de donner et d'amener les autres à comprendre la dynamique et la façon dont fonctionne Internet. Je sais, donc les autres doivent savoir. Je ne sais pas, je demande, et les autres qui savent vont m'informer. Et pour moi, c'est une richesse extraordinaire pour nous, Africains. Alors ça nous amène justement sur le rôle et la place d'Internet dans cette évolution, en tout cas d'un certain nombre de pratiques journalistiques. Et je voulais vous interroger chacune et chacun sur le lien entre le développement de votre activité journaliste et activiste et la génération d'Internet dans toutes ses dimensions, mise en relation facile, capacité de diffuser des contenus à moindre coût, capacité à mobiliser aussi des financements, par exemple via le crowdfunding, etc. Est-ce que c'est ce contexte-là, ce contexte créé par Internet, qui permet aussi cette évolution vers un journalisme militant ? Qui veut commencer ? Clémentine ? Ouais. Moi, ça me parle tout à fait, ce sujet, puisque... alors, Sensord, même si c'est à la base un magazine papier, donc quelque chose qui n'est pas du tout virtuel, il y avait une volonté d'ailleurs de créer un peu une archive, quelque chose qui reste. On est quand même sur nos réseaux sociaux, on a quand même réussi à développer une communauté, et cette communauté qui nous permet même en ce moment, par exemple, de mener une campagne de financement participatif, et justement avec cet enjeu de défendre un média indépendant. Donc en fait, ça rentre dans cette dynamique aussi d'activisme, en fait, puisqu'on veut sortir de ces modèles économiques qui nous rendent dépendants de beaucoup de choses assez nocives, surtout en tant que femmes. Donc les réseaux sociaux nous permettent d'avoir un lien privilégié déjà avec notre communauté, d'avoir des gens qui nous suivent et vraiment qui nous connaissent de près, en fait. Ça fait des relations assez intimes, finalement.
Ça permet de contacter pour des interviews, effectivement, un DM sur Instagram. Et voilà, enfin, parfois, on n'a pas à passer par tous les intermédiaires qui peuvent y avoir dans les dynamiques de promotion, par exemple, etc., quoi. Et la dernière chose, c'est la newsletter aussi qu'on a créée. Ça, encore une fois, c'était une dynamique d'accessibilité. Et en fait, ça me parle, ce côté de rendre accessible et de transmettre autant que possible. Puisque ce magazine, par exemple, il est payant, mais la newsletter, c'était vraiment un but d'être gratuit et d'être ultra accessible pour rendre accessible des références, des idées. Et ça, sans Internet, c'est pas possible, en fait. Sur cette question, Elsa Gambin, à Nantes, est-ce que les oui, outils d'Internet qui permettent de faire évoluer le journalisme aujourd'hui? Oui, à tout ce que tu as dit tout à l'heure, c'est évident que qu'en tant que journaliste, on a accès à des paroles qui pouvaient être compliquées à aller chercher, et puis qu'un certain nombre de personnes aussi n'avaient pas de moyens d'intermédiaires pour exprimer toute cette parole. Donc, c'est évident que ça joue un rôle énorme. Je pense qu'il y a des sujets auxquels j'aurais pas pensé ou sur lesquels je me serais pas penchée sans les réseaux sociaux et Internet, c'est évident. Qui avait entendu avant les réseaux sociaux la parole des travailleuses et des travailleurs du sexe? Qui avait entendu la parole des anciens enfants placés? Enfin voilà, c'est absolument énorme le rôle que ça joue. Et puis effectivement, ça nous facilite aussi beaucoup la tâche pour rentrer en contact facilement avec un certain nombre de personnes. C'est évident. Tu nous parlais tout à l'heure de ta newsletter. Est-ce que ça permet aussi, comme ça a été le cas pour Clémentine, l'idée de lancer un magazine, de lancer son propre média? Est-ce que c'est quelque chose qui est maintenant véritablement beaucoup plus à portée, éventuellement même pour une journaliste seule et pas, ou pour un petit groupe? Oui, jamais je me serais lancée là-dedans avant, enfin sans l'ère des réseaux sociaux, sans savoir qu'il y avait une communauté derrière qui me suivait et qui aurait pu relayer. Nous, on n'est que 2 sur la newsletter, elle est toute jeune. Pour l'instant, on fait le choix qu'elle sera gratuite, justement pour être accessible à tout le monde, et particulièrement aux travailleurs et aux travailleuses du sexe qui n'ont pas les moyens de payer. Donc oui, évidemment que ça permet, on a bien vu l'explosion des newsletters sur les dernières années, et l'explosion aussi, ce que disait Clémentine, de tout ce qui se fait avec via du crowdfunding aussi. Un certain nombre de revues féministes n'auraient jamais pu voir le jour sans cette possibilité-là. Alors, avant d'interroger cher Fall à Dakar, si vous avez des questions, vous qui êtes ici dans la salle, préparez vos questions, on va revenir vers vous dans quelques instants. Cher, est-ce que Internet, en Afrique particulièrement, ça a changé aussi ces dynamiques? Est-ce qu'on a vu un foisonnement de sites nouveaux se lancer et défendre d'un journalisme peut-être plus engagé? Oui, pas que changer. Internet est aujourd'hui en train de recréer un nouvel écosystème informationnel en Afrique. Internet est en train aujourd'hui de redonner du pouvoir aux Africains. Et Internet est en train de démocratiser plus ou moins nos républiques et nos États. Internet est en train d'aider à porter des luttes. Internet est en train de donner en fait, Internet est en train de devenir un outil de redevabilité, de transparence. Je parle depuis l'Afrique, depuis Dakar, mais c'est une vision vraiment africaine que je suis en train de dire là. Ici chez nous, quand un événement n'est pas filmé, c'est comme s'il n'avait pas eu lieu, quoi. Et quand une manifestation, une émeute se produit sans être tweetée ou sans être diffusée en live sur Facebook, c'est comme s'il n'y a jamais eu d'émeute. C'est comme si le monde ne sera jamais informé de cela. Quand une injustice se produit, comme ça c'est le cas très souvent chez nous, si elle n'est pas dénoncée sur Facebook, elle risque de rester impunie. C'est pas comme ailleurs. Ici, on a besoin d'Internet
pour faire la justice. On a besoin d'Internet pour faire de l'information. On a besoin d'Internet pour amener les dirigeants à aller vers la gouvernance, faire une gouvernance vertueuse et une gouvernance participative. C'est hélas le tableau, en fait, c'est bien entendu le tableau que nous avons avec la révolution digitale, et c'est compris d'ailleurs par certaines autorités politiques, d'où leur nouvelle forme de lutte. Au lieu d'encourager le développement d'Internet, ils se contentent de censurer les réseaux sociaux au Tchad, au Bénin, au Togo, en Gambie, voilà, même chez nous au Sénégal. Sinon, ils utilisent une méthode brutale que tout le monde connaît maintenant en Afrique, c'est de couper complètement, donc en blackout, couper complètement Internet, les réseaux de télécommunications. Et donc, c'est des choses qui arrivent souvent durant des périodes soit pré-électorales ou post-électorales, quand ils ont des choses à cacher, quand ils ne veulent pas que l'information circule, quand ils veulent museler, censurer, quand ils veulent asphyxier l'espace public, bah, ils coupent Internet. Donc, Internet, au lieu, ne change, n'est pas en train de changer. Internet est en train de recréer cette nouvelle dynamique et un nouvel écosystème informationnel en Afrique. Et c'est le socle, en quelque sorte, de la manière dont on est en train de consolider les acquis démocratiques. Alors, si je peux, juste une seconde, juste pour rebondir, mais vraiment une minute sur ce que disait Cher. C'est valable quasiment en France. Il ne faut pas oublier que nous, sans Internet, le mot violence policière ne serait peut-être jamais sorti dans les médias. Ça a permis ça aussi chez nous. Tout à coup, nous aussi, le fait de filmer ça, ça devenait réel. Sinon, le gouvernement français faisait comme si ça n'existait pas. Alors, je vais demander s'il y a des questions dans la salle. Si vous levez la main, on pourra sans doute vous apporter un micro. Il y a une main levée, un peu plus haut, voilà, ici. On va prendre votre question. Un mot pour nous dire qui vous êtes et puis votre question et à qui vous l'adressez. Je m'appelle Paola. C'est pas tant une question de rebondir sur quelque chose que vous avez dit vous. Moi, je viens de sortir d'une école de journalisme reconnue par la profession. Donc, je voulais juste revenir sur le concept de neutralité que vous avez évoqué. Le concept de neutralité, c'est ne pas prendre parti. Le concept de neutralité dans une guerre, c'est de ne pas y participer. Le concept de neutralité, on me l'a martelé pendant mes 2 ans d'école de journalisme. On me l'a répété, que ce soit en cours de déontologie, en le séparant bien de l'objectivité, évidemment, qui est aussi le fait de, bien sûr, mettre en avant le contradictoire, toujours dans chacun des articles. Mais la neutralité, c'était vraiment le fait qu'il fallait à tout prix que je cache ce que moi je ressente et ce que moi je pense de ce sujet-là. Et c'était à chaque fois une mise en garde avant de traiter sur des sujets de migration, du droit des femmes. C'est une illusion, pour moi, pure et simple, parce que je choisis de traiter ce sujet, dans tous les cas, mon avis est quelque part déjà là. Et donc voilà, en fait, la neutralité, je ne sais pas, c'était peut-être différent à l'époque, à votre époque, quand vous étiez en école de journalisme. Mais aujourd'hui, c'est terrifiant à quel point c'est quelque chose qu'on nous martèle et qu'on devrait presque être des robots, en fait, finalement, qui restituent l'information sans mettre des sensations et des émotions, quoi. Alors ça m'étonne parce que le gonzo-journalisme, c'est pas né d'hier. Le reporter, par définition, dit « je » puisqu'il nous montre à travers ses yeux ce qui se passe, etc. Même s'il n'emploie pas techniquement le mot « je », mais il dit « je me trouve à tel endroit et je vois ça », etc. Mais bon, il y a peut-être des gens qui ont une vision plus étroite des choses, etc. Est-ce que ça suscite des réactions ou des commentaires supplémentaires, Elsa ? Non, c'est c'est le mot qu'on employait avec Clémentine, si je m'abuse, donc ça m'étonne qu'à moitié. Après, nous, on n'est pas passé en école de journalisme, donc voilà, mais c'est ce qu'on me fait remonter des fois, c'est ce que des étudiants me font remonter, donc, et que je ne comprends pas effectivement. Donc, je ne suis pas ravie d'entendre ce que dit Paola, mais ça ne m'étonne pas. Est-ce qu'il y a d'autres... Après, ça ne nous empêche pas de le faire, hein, pardon. Mais... Vas-y. Et merci. Non, mais termine. Nous, dans le sein de l'école, on est quand même conscient que la neutralité journalistique n'existe pas et que sinon il n'y aurait pas de journalisme. Si on était tous neutres, on serait des ordinateurs et on serait tous à l'AFP et ce serait beaucoup moins drôle. En fait, on n'est pas là pour ça. Moi, c'est pas le journalisme que j'ai envie de faire, en fait. C'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier. Donc, évidemment, on ne le fait pas. Enfin, on continue à faire nos enquêtes sur des sujets qui nous tiennent à cœur et voilà. Enfin, ça ne nous empêchera de jamais de travailler sur des sujets de migration ou de féminisme, tout en étant profondément féministe, sans que ce soit un pamphlet militant. Ok. Y a-t-il d'autres questions ? Pas pour l'instant. Alors, je vais revenir vers vous. Il y a on a parlé d'Internet, donc de la multiplication des voix, de la multiplication des possibles. Et à un moment donné, il y avait cette
plaisanterie entre guillemets. Sur Internet, tout le monde parle, mais qui écoute ? La question est celle-là, aujourd'hui, dans cette démultiplication des voix, des propos, on le voit sans caricaturer, notamment dans la mouvance féministe, où là aussi, si on revient en arrière, il y avait dans l'extrême gauche, il y a quelques années, dès qu'ils étaient deux, ils faisaient une scission, donc on a aussi toujours plus radical que soi, toujours plus que soi. Est-ce qu'on ne va pas vers une fragmentation quelque part où on va s'adresser de plus en plus à des audiences de plus en plus étroites? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui existe? Et derrière cette question aussi, la question qui va derrière, on dit souvent que, en tout cas depuis Tocqueville, que la démocratie, d'une certaine manière, c'est une conversation commune qui a lieu dans une société. Est-ce que cette conversation commune, on peut encore la voir si chacun écoute son propre média ou sa propre source particulière, qui ne va pas parler des mêmes choses que mon voisin et pas avec le même angle? Enfin, la question est vaste, mais comment vous vous positionnez par rapport à ça, Elsa? La question est vaste et il ne nous reste pas beaucoup de temps. En fait, je crois pas que ça rende les choses plus étroites. En fait, je pense qu'il faut faire confiance au lecteur, il faut faire confiance à la personne qui s'informe. Et le fait de cette multiplicité d'informations, faisons-lui confiance. On sait ce qu'il va aller chercher et il va pas aller en chercher qu'une. On parlait tout à l'heure des revues féministes. C'est pas, la lectrice va pas lire une revue féministe, elle va en lire 2, 3, 4 et elle va continuer à lire les médias plus mainstream ou à regarder les médias plus mainstream ou à écouter qu'avant. Donc je pense que ça rend pas les choses plus étroites. Au contraire, je pense que ça ouvre le champ des possibles de la réflexion. Je pense qu'il faut pas du tout le voir comme ça. Et le fait d'avoir cette multiplicité d'outils et de médias, oui, je pense au contraire que ça rend une discussion commune tout à fait possible et sans doute même plus riche qu'avant quand on était contraint par un petit noyau médiatique, dont certains médias très bien et qui le sont encore. C'est pas du tout le problème. Je pense que juste on augmente la richesse des discours. Clémentine Labrosse. Oui, je suis tout à fait d'accord et ça me fait penser à quelque chose, c'est que en l'occurrence sur les médias féministes, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer et qui est assez intéressant, c'est une forme de sororité, c'est-à-dire une entraide entre plusieurs médias où en fait déjà, de par le fait que peut-être on est engagé et qu'on n'a pas la même vision du buzz aussi et de la polémique, etc., enfin, on n'a pas les mêmes dynamiques. Il y a une vraie bienveillance et il y a du relais, enfin, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de qui arrivera à vendre le plus, qui arrivera à faire le plus d'écoute. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une convergence qui se fait et dont on doit se féliciter, je pense. Et d'ailleurs, qui ne se limite pas seulement au féminisme, mais qui aussi se répand sur des questions de convergence aussi, donc sur la question du racisme, sur l'écologie. Il y a beaucoup de questions en fait, qui se relient. Et je trouve, enfin moi en tout cas, j'assiste personnellement à ça. Et donc, effectivement, créer des zones d'écoute, c'est important. Mais en fait, c'est d'autant plus efficace quand, justement, il y a des médias qui s'allient les uns les autres et qui sont pas des rivaux, quoi. Cher Fall, à Dakar, sur cette question d'une conversation commune ou pas quand l'audience est divisée entre de multiples sources d'informations. J'aime bien ta remarque quand tu dis quand tout le monde parle, qui écoute. Oui, moi je pense que ce qui écoute, c'est les algorithmes, hein, c'est les puissances de calcul, c'est les logiciels. On va vers ça. Aujourd'hui, on est dans des communautés, d'accord? Jusqu'à quand, on ne sait pas, mais déjà, quand on rentre à la maison, quand notre petit boîtier nous demande est-ce que vous voulez suivre les infos, si on lui dit oui, il s'appuie sur nos habitudes et non nos recherches ou nos fréquentations pour ensuite nous donner du contenu qui nous ressemble ou qui devrait être pertinent pour nous. Pareil pour les réseaux sociaux, pareil pour les plateformes dont tu parlais tout à l'heure. Tout sera trié, sélectionné et envoyé par rapport à ce qu'on a envie de voir et ce qu'on voudrait voir, puisqu'il y aura des multitudes de sources et énormément d'informations et on va se perdre si on souhaite aller vers l'information nous-mêmes. Le deuxième point, c'est que il y a un moment où
on aura besoin de nous poser, effectivement, pour nous poser cette question en même temps, sachant que les producteurs de l'information ne sont plus les personnes qu'on connaissait avant et qu'on pouvait identifier, ça devient tout le monde. Et parmi ces producteurs de l'information, il y en a qui sont très outillés et qui ont la possibilité et la capacité de concevoir, de dénaturer et de changer une information, ou même de créer une information qui n'a jamais existé et ensuite de la diffuser. Oui, c'est ça le danger, c'est là où on risque d'aller. Et je pense que cette question devrait nous interpeller tous. Alors, il nous reste 1 minute chacun pour essayer de conclure. Alors, je vais vous demander un mot de conclusion et puis de nous rappeler vos médias et puis comment on peut vous suivre en ligne. Elsa, est-ce que tu veux commencer en nous disant, entre journalisme et activisme, si on peut résumer ta position de où tu te situes, et puis nous rappeler tes médias et comment on peut te suivre en ligne? Je me situe dans les deux. Je me situe dans un journaliste engagé et surtout, j'ai envie de dire que c'est pas un gros mot. Voilà, j'en ai marre d'entendre que militer c'est un gros mot. C'est pas vrai. Voilà. Du coup, j'écris pour Médiacité, j'écris pour Vice, j'écris pour Slate, j'écris pour Marie-Claire, j'écris pour Télérama, Le Monde des ados, voilà, et d'autres. Je suis désolée de les oublier d'ailleurs tout de suite. Et la newsletter TDS sur le travail du sexe. Et je suis uniquement sur Twitter. Et on te trouve sous quel nom? Et on me trouve sous mon nom. Ne cache pas ce que je fais. Elsa Gambin, donc sur Twitter. Clémentine, même question. Ta situation sur le spectre entre activisme et journalisme, et puis les projets en cours, avec notamment le crowdfunding. La position, c'est à l'image de ce magazine papier qui est à la fois inspiré des magazines féminins comme des fanzines militants, Riot Girls, etc. Donc c'est un vrai mix. Donc je pense que ça veut bien dire, ça révèle bien notre position aussi là-dessus. Et pourquoi le titre Censored, c'est une référence typique aux réseaux sociaux. À la base, c'était vraiment que ça, la censure sur les réseaux sociaux. Notre couverture, la toute première, c'était des tétons de femmes. Et ils ont été censurés immédiatement sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la question de la censure est intéressante. Et puis, en fait, ça se relie à toute l'autocensure aussi des femmes qu'on s'inflige aussi nous-mêmes et des personnes LGBT. Voilà. Et pour conclure, aussi, en fait, si on veut s'engager tout simplement dans les médias et dans plus de visibilité, tout simplement soutenez des médias comme nous. Et on vous trouve donc sur KissKissBankBank en ce moment. En ce moment, et on est en train de trouver un modèle économique viable. On est en train de se battre très fort pour continuer à exister et pour créer des espaces d'expression un peu libres et bienveillants sur ces thématiques-là. Et donc on trouve Censored sur Twitter, sur Twitter, Facebook, Instagram, au nom de Censored Magazine, et sur KissKissBankBank en ce moment. Cher Fall à Dakar, activiste, journaliste, on résume, et puis après comment on te suit sur les réseaux? Alors, je suis un activiste qui aide les journalistes à devenir des activistes de l'information. Donc, je suis un activiste qui forme les journalistes pour bien aborder la transition numérique. J'ai travaillé dans un média, j'ai été directeur numérique dans un média et confronté à énormément de problèmes pour leur faire comprendre cette nécessité d'ouverture. Mais on y travaille. L'appel pour le mot de la fin, ça s'adresse aux spécialistes et professionnels de l'information en Afrique, c'est de leur demander de ne pas être fermés, de ne pas être suffisants par rapport à leur métier et de s'ouvrir pour se mettre à jour et ensuite aborder la transition. J'écris sur mon blog, je fais partie des rescapés de l'ancien monde du blog. J'ai un blog sur Medium avec Cypher007 et je suis sur Twitter aussi avec Cypher007. Sinon, nous faisons beaucoup de choses avec Africtivist et donc le site c'est africtivist.org. Merci à tous, merci à vous qui étiez là, merci à vous qui étiez en ligne et